Même bakise bato bese tu. Bayaka ba mampuka bese tu. Même bakise mne namle mamnye. Kombo yamya de Malio Martin. Même bakise bato baba jedindo. Bakia mabela mamba jenkedi kpikpi. Ifo bataka ne mina manjo na njayanjo. Même bakise lindo bato baba jemuke da zapo banga bo ekol. Bilenge bataka ne budi babundane na mukanda. Bayembengo bato babole. Mem bakise bato baba jenlale da matange. Mama kono. Batakane manga. Batakane na budi bake na mabela mabo. Mem bakise ba mama. Mbe banna. Mem bakise bune bese tu. La voix que vous venez d'entendre est celle de Martine, qui se fait le porte-parole de tous les pygmées Bayaka de la Sangam Mbaéré. Les pygmées de Belemboké, Monasao et Mabondo. Pourquoi les pygmées de la Sangam Mbaéré? Ce peuple longtemps esclave d'un peuple bantou a décidé de prendre son destin en main et de faire son histoire, d'écrire son histoire de libération, accompagné par les pères. Le tout premier père était le père Michel Lambert, qui les a aidés à trouver ces villages où ils s'installent aujourd'hui et à mettre sur pied la pierre angulaire de ces villages-là, fondés sur 3 principes fondamentaux: bâtir une belle case, cultiver son propre champ et suivre le mode de vie des anciens, c'est-à-dire pas d'alcool et pas de 2 femmes, une seule femme. Ensuite, ces villages se sont ouverts aux missionnaires et la figure de proue de cette mission en milieu pygmée, c'est le père Joseph André, qui a continué avec les pygmées cette histoire de libération. Et vous allez, par la suite, dans la suite de ce documentaire, entendre les différentes activités qui ont été menées pour faire cette expérience d'exode. Je suis arrivé en Centrafrique et dans le secteur pygmée en 1981. C'était la première fois que les missionnaires s'arrêtaient pour s'occuper des pygmées. Parce que les missionnaires étaient là depuis longtemps, mais n'avaient jamais cherché à s'occuper beaucoup des pygmées. Hein. On est arrivé dans un contexte un petit peu compliqué, où a priori il ne fallait pas s'occuper des pygmées parce que les pygmées n'étaient pas des hommes, disait-on. Je suis arrivé donc en Centrafrique chez les pygmées en 2001. Mais je connaissais déjà cette région et la mission de Belemboké où travaillait Joseph André, avec qui j'avais déjà travaillé en Côte d'Ivoire. Je m'étais porté volontaire pour cette nouvelle mission de Mabondo chez les pygmées parce que j'avais vraiment réalisé, avec le travail déjà commencé à Belemboké, l'importance
de cette présence au milieu de ce peuple qui était vraiment un peuple exploité, de vrais esclaves par rapport aux villageois. En effet, les Pygmées vivent de la cueillette et de la chasse dans une forêt de plus en plus surexploitée et ils n'arrivent plus à se nourrir correctement. Donc ils vont se louer aux villageois, travailler dans les plantations des villageois, et ils sont payés en retour par un peu d'alcool, de tabac, de drogue, et ils sont totalement dépendants des villageois, qui les exploitent totalement. Mon expérience, premièrement, parmi les Pygmées, j'étais choqué par des événements, des violations graves de la personne humaine, la personne des Pygmées. Un cas qui m'a touché, c'était un jeune homme, il était marié, qui a été parti pour la chasse en forêt et avec les autres. Pour revenir au village, il n'était pas venu, les autres sont partis et l'ont trouvé égorgé. Il savait très bien que c'était un sorte d'assassinat, parce qu'elle était Pygmée. L'affaire, nous avons amené ça à la justice. On a fait des enquêtes sur l'enquête, mais sans qu'on ait des résultats. Nous aidions les Pygmées à faire des petites maisons comme celles des villageois. Et l'un d'entre eux avait fait une belle petite maison qu'il habitait avec sa famille. Et un jour, on est venu me trouver en me disant qu'un villageois est venu à chasser la famille de sa maison et s'est installé dans la maison du Pygmée. Et les Pygmées étaient incapables de réagir. J'ai dû donc intervenir, je me suis présenté et j'ai donné l'ordre aux villageois de partir immédiatement, sinon j'allais chercher la gendarmerie. Et le villageois est parti. Les Pygmées étaient reconnaissants, mais ils étaient incapables eux-mêmes de réagir contre cette attitude inadmissible. Il y a une convention numéro 169 relative aux peuples indigènes et tribaux qui reconnaît en ces peuples leurs droits. Et s'il faut revenir dans notre pays et précisément dans la préfecture de la Sangambaïré, c'est que ces peuples sont des peuples autochtones, c'est-à-dire c'est sur eux que les autres sont venus retrouver. Mais à ce que la petite histoire nous a montré que ces peuples sont marginalisés. Et c'est pour éviter cette transhumance que l'État a vu nécessaire de créer un village spécifique pour ces peuples que nous qualifions d'autochtones. Et à travers cette ordonnance du président Kolimba à l'époque, certains villages doivent être créés à l'exemple de Belemboké et de Yandoumé qui sont des villages spécialement réservés à ces peuples autochtones. Il y a Monassao à côté, il y a Mangolo et je ne peux que citer ces villages-là. C'est des êtres humains que la loi nous amène à les protéger comme tous citoyens. Ils ont droit à l'éducation, droit à l'instruction, droit aux vêtements, droit à la nourriture. Ils ont les mêmes droits que les autres citoyens. Comme moyen de subsistance ou activité de subsistance,
les Pygmées se livrent à la chasse. Ils sont bien connus pour la chasse au filet. Ils vont dans la forêt avec de grands filets qu'ils étalent et avec des cris et des danses bien harmonisées. Les animaux courent et vont se coincer dans ces filets-là. Vous allez les voir tout à l'heure. Et en plus de ça, ils ont ce que nous appelons la cueillette, puisque c'est le peuple de la forêt. Ici à Belembouké, le droit de l'homme est très important pour les Pygmées. Ils ont exigé avoir leur village, ils ont leur village. Et pour montrer qu'ils sont aussi capables de vivre comme tous les autres humains, ils ont leur propre champ. Ils n'avaient pas de champ avant, ils vivaient des cueillettes. Et aujourd'hui, comme on le constate, le droit de l'homme, qui les permet d'avoir leur propre champ pour assurer l'autosuffisance alimentaire, les a accordé cela. Aujourd'hui, les Pygmées vivent paisiblement des produits champêtres et aussi des cueillettes. Ils peuvent aussi sortir pour aider les gens dans ce qu'ils appellent temporaire, c'est-à-dire être des main-d'œuvre pour les autres, mais à un prix correct. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Pas n'importe quelle eau. L'eau propre, l'eau potable. En fait, les Pygmées ont choisi Belembouké parce que là se trouve un fleuve qui se jette dans un autre fleuve. Et ce fleuve se trouve être vraiment une source d'eau pure, d'eau propre. Alors pour que le village puisse jouir, tout le village puisse jouir de cette eau propre, les pères ont installé dans ce village un système de distribution d'eau qu'on appelle le bélier. C'est le père Joseph André qui s'y connaît très bien et qui a mis tous les moyens qu'il fallait pour installer ce bélier et donner de l'eau potable dans tout le village, car l'eau, c'est la vie. Une bonne eau veut dire bonne santé. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait. Il y avait une grosse source à 2 km à peu près du village qui coulait 24 heures sur 24. Et on a pris l'option de la capter et de l'utiliser pour remonter de l'eau avec le système d'un bélier. C'est-à-dire que c'est la force de l'eau, 200 litres d'eau, qui pousse une vingtaine de litres à la minute, quoi. Le bélier, c'est une cloche dans laquelle on va faire se comprimer de l'eau, et cette compression de l'eau va pousser pour remonter 5 fois moins d'eau. Mais alors à la fois c'est peu et à la fois c'est beaucoup, quoi. Les pères ont construit dans ce village, ou dans ces villages, à Belembouké, à Monassao et à Mabondo, des ateliers qui donnent l'opportunité aux Pygmées d'apprendre autres métiers, comme celui de comme être menuisier, la menuiserie, la soudure, la charpenterie, la plomberie, la maçonnerie, toute autre activité qui permet à l'homme de se prendre en charge. Les femmes aussi sont prises en compte dans l'apprentissage de nouvelles activités ou d'activités génératrices de revenus. Alors, les sœurs présentes dans le village prennent en charge les femmes et leur enseignent la couture ou la gestion quotidienne d'une boutique, donc pour pouvoir faire des activités de commerce, acheter et revendre des choses et faire un bénéfice. Et comment gérer ces bénéfices-là
au profit de la famille, au profit du village. So akemenuzeri la imbati préparé à Yeni, Kwaso Joseph André Afa, c'est imbati Sarani, les gars kotonati so Afa, Azoti, Mungo Yoro, na Azonga aussi, Nangweti Joseph André. C'est ni la imbati Gwe, Kwati Sarangoda, Kwati Montengoda, Pikangolini, Yekoko la imbati Sara. Isarage na keke, Isara ambatati doti, à table, à chaise, à armoire, na étagère, na keketi zango na litida, tipika na tol nandori. Amo ngeti bayaka, ayinga kwa fadisu tatane, ala kesara menuiserie, a kesara maçonnerie, ti monteada, na ti sara soudure, na ambenia yendende. L'objectif de cet atelier, de ce groupe de filles que nous en avons ici, c'est de les tenir un peu sur place, qu'ils trouvent quelque chose pour mieux vivre dans sa vie, pour les éviter d'aller peut-être se prostituer, peut-être consommer la drogue. Oui, on essaye quand même de sauver une petite brebis, qui sont ces filles que vous voyez ici à notre entourage. L'habitat est quelque chose de très important parmi les pygmées. Dans la forêt, puisqu'ils sont des peuples nomades, ils font des gîtes, mais pour rester ici à Belem-Bouké, pour montrer que tu t'es engagé pour devenir un habitant de Belem-Bouké en tant que pygmée, il faut avoir une maison en dur. Alors, comme auparavant, quand les pygmées sont avec le maître, ce qui identifie qui sont les esclaves, c'était les huttes qui sont derrière les maisons des maîtres. Mais aujourd'hui, à Belem-Bouké, le pygmée peut avoir sa maison à lui et juste à côté, il peut avoir une hutte comme signe de sa culture. C'est pour encourager l'équilibre entre la modernité et la tradition. Nous avons aussi porté notre action sur le développement de l'habitat, parce que les pygmées, dans leurs huttes traditionnelles, sont très bien protégés, mais ils sont critiqués par les villageois qui leur reprochent de vivre comme des animaux dans un terrier. Donc, dans leur campement définitif, à Bambodo par exemple, on a essayé de les aider petit à petit à faire des cases semblables à celles des villageois. Et lorsqu'ils faisaient cet effort, plusieurs l'ont fait, moi je les aidais en leur fournissant une porte et puis une petite fenêtre en bois. Moi j'étais rentré faire des études d'infirmier et repartant là-bas, j'ai mis en œuvre ce que j'avais appris un peu. J'ai mis en place un dispensaire parce qu'il faut bien un outil de travail. On voulait me faire partir simplement pour aller tourner en rond indéfiniment d'un village à l'autre. Et ça, ce n'est plus suffisant aujourd'hui. Le chemin vers l'émancipation comporte plusieurs étapes. Nous avons parlé de l'habitat, mais il faut aussi la bonne santé. Et ça, les pères, au début, les pères qui ont accompagné les pygmées, au début, se sont rendus compte de l'urgence de faire la promotion de la santé. Ainsi, ils se sont évertués à se mettre au service de ce peuple, de le soigner en lui procurant de l'eau potable et en procurant aussi des soins de santé pour diminuer plutôt le taux de mortalité parmi les pygmées. Mais petit à petit quand même, la situation a évolué. Et par exemple, au dispensaire, nous avons formé un pygmée pour soigner. Il a fait un stage à l'hôpital de Berbérati et puis j'ai continué sa formation sur place.
Et plusieurs fois, je les laissais faire la consultation. Et quand les villageois venaient, ils acceptaient d'être examinés et de recevoir un traitement d'un pygmée, ce qui était vraiment impensable il y a quelques années. Donc je pense qu'il y a une possibilité d'abord une prise de conscience des pygmées qui sont capables de s'imposer, et ensuite de la part des villageois quand même que les pygmées ce sont des hommes et qu'ils ont droit au respect et qu'ils sont capables de se faire respecter. Et je pense que c'est là l'essentiel de notre évangélisation. Et maintenant, nous pouvons voir le dispensaire de Monassao qui est voilà, en train d'être développé et nous sommes devant les premiers bâtiments de ce dispensaire. J'ai la joie de travailler ici avec les volontaires et volontaires qui viennent ou bien de l'Europe ou bien d'ailleurs et voilà, ils nous aident à soigner les gens. Et actuellement, il y a les gens de Monassao qui travaillent, ce sont les agents de santé qui étaient formés par la mission et qui étaient envoyés en formation ailleurs pour aider la population locale. Et avec la présence de médecins que nous avons eu ici l'année passée, pendant 1 an et demi, donc chaque mois, il y avait à peu près 350-400 consultations par mois. Et ici, il y a un nouveau bâtiment, le bâtiment qui a été financé en partie par le WWF de Bayanga qui nous a aidé à faire ce bâtiment où il y aura les laboratoires, il y aura 2 salles d'hospitalisation pour 8 personnes avec le bloc d'opératoire. Et ici, la chambre, on aura un petit dépôt de médicaments. Ces médicaments, en partie, nous achetons au dépôt diocésain de Belembok ou bien à Bangui, là où il y a les dépôts nationaux et pour tous les pays. J'espère que voilà, dans l'avenir proche, nous aurons aussi la possibilité, grâce à ces moyens, que vous voyez, voilà, accueillir chez nous aussi des spécialistes, les spécialistes chirurgiens, ophtalmologues, peut-être gynécologues qui viendront ici. Je suis Kangomari Nuela, je travaille dans ce dispensaire. L'hôpital accueille toutes les personnes. C'est pas quelque chose qu'on doit mettre des autres à l'écart et consulter seulement d'autres personnes. Nous consultons les Bantous et les Bayaka aussi. Si, c'est le dispensaire, c'était fondé pour le père Joseph. Oui, c'est le père Joseph qui avait commencé cette mission ici, surtout la mission de la santé. Il a formé quelques agents de santé ici. Et jusqu'à maintenant, mais les dispensaires, ça tient debout. Maintenant, nous avons beaucoup de services ici. Il y a les services de pédiatrie, de maternité, d'hospitalisation, prise en charge de tuberculose, prise en charge de VIH et lèpre. Aussi, on garde ici les malades. C'est devenu un centre de santé. Auparavant, c'était poste de santé. Maintenant, c'est un centre de santé. Et ici aussi, il y a autour, oui, il y avait des petits cases. C'était là les cases pour hospitaliser les Bayaka auparavant, mais maintenant, nous ne mélangeons pas, nous mélangeons les gens. Même s'il y a la place dans cette case, même en ville, on peut venir dormir là, ou en Bayaka peut aller dormir dans la grande case. O sea, maintenant, nous ne faisons plus la différence. Dans ce centre de santé, nous soignons toutes les personnes, non seulement les pygmées, il y a aussi les bilos, les bantous qui viennent aussi pour se faire soigner. Mais ils sont soignés, c'est les mêmes pygmées qui font la consultation. Nous, c'est simplement la présence, mais s'il y a quelque chose qui les dépasse, mais ils nous appellent et on va aller à son aide. On va les aider, on va les orienter, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ici, les maladies plus fréquentes, c'est les palus, la tuberculose et aussi on trouve parfois quelques cas de VIH. Et s'il y a des cas graves que ça nous dépasse, mais nous les envoyons à l'hôpital préfectoral à Nola. Il y a aussi tous les mardis. Tous les mardis ici, nous faisons la prise en charge des malnutris.
Il y a les enfants qui viennent de plusieurs endroits, de Ské, de Pansi, Belemboke 4 et Belemboke Centre. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Moi aussi, je me porte bien ainsi que vous. Asseyez-vous. J'ai marché. Promouvoir la dignité humaine ou bien cheminer vers la libération passe aussi par l'éducation. Les missionnaires ont senti le besoin d'éduquer ce peuple pour que les Pygmées eux-mêmes prennent en charge leur devenir. Donc des écoles ont été construites dans tous les villages pygmées, écoles qui respectent le rythme des activités des Pygmées, la manière de réfléchir, de concevoir, d'agir des Pygmées, écoles qui répondent à tout ça et qui leur donnent l'opportunité de passer de l'analphabétisme, de l'ignorance à la lumière du savoir, pour pouvoir avoir droit de cité dans tout ce qui se passe autour d'eux. Le matin, et le soir, maman, balai, la maison. Je suis moniteur à l'école Oura 1 à Monassau. Je travaille avec les enfants pygmées Bayaka, avec les enfants de la forêt pour apprendre la méthodologie de l'école Oura. Oura veut dire observer, réfléchir, agir. Parce que les enfants, pour apprendre aux enfants de donner l'idée d'un élève dans leur vie et donner aux enfants à apprendre dans leur vie et préparer eux pour l'école fondamentale. Ici c'est l'école Oura, on prépare les enfants sur l'idée d'un élève. Si les enfants commencent à Oura 1, ils doivent être admis ici à Oura 1, donc l'année prochaine, l'enfant doit continuer à travailler à Oura 2. Si l'enfant travaille bien à Oura 2, il doit continuer, il est admis à Oura 2, il doit avancer à l'école fondamentale chez le directeur. S'il travaille mieux sur le directeur, donc l'enfant peut aller à Bayanga pour travailler là-bas. Je m'appelle Dimanche Paul Joël, je suis directeur de l'école fondamentale 1, c'est une école de l'État. Je suis là avec les enfants Bayaka qui sont ici. Ces enfants entrent à l'Ora commandé par l'église, et de l'Ora ils viennent chez moi ici au CI comme au CP à l'âge de 6 ans, on les prend ici et ils doivent finir au CM2 par le concours et le CF1. Les enfants qui sont formés à l'Ora, qu'on appelle l'école de l'église, sont bien préparés. Quand ils viennent ici au CI, ils assimilent bien les leçons que les moniteurs leur ont enseignées à l'Ora 1 comme à l'Ora 2. Alors ce qui nous dérange un peu, c'est l'assiduité des enfants Bayaka à l'école fondamentale. Au début, ils viennent en grand nombre, et maintenant, dans le mois de novembre et décembre, ils commencent à quitter l'école peu à peu, et à la fin de l'année, le nombre a diminué des Bayaka à l'école.
L'école aussi est très importante parce que sans l'éducation, sans l'instruction, l'avenir d'une nation n'est jamais assuré. C'est pourquoi, depuis plus que 40 ans, l'école, avec le système Aura, fonctionne à Belém-Bouké et aide les enfants à apprendre déjà le début avant d'aller à l'école fondamentale. Après les écoles Aura, nous avons les écoles fondamentales dans notre secteur. Mais pour avoir une meilleure qualité, nous essayons aussi d'envoyer les enfants plus loin pour avoir une base encore plus solide. Il y a quelques enfants que nous avons envoyés à l'école privée catholique à Beberati. Et là, nous avons parmi eux les meilleurs et nous sommes très contents de voir les enfants pygmées qui évoluent aussi au milieu des autres. Et ils sont très heureux de s'intégrer. Les activités culturelles sont aussi des domaines d'activité chers aux missionnaires. Et cette activité vise principalement, le pygmée, à faire promouvoir les richesses culturelles des peuples pygmées. Cette promotion se fait par diverses manières que vous allez voir. Elle se fait aussi par des activités qui permettent aux pygmées aussi de se divertir. Et cela leur donne l'opportunité aussi bien d'accueillir les bonnes choses qui viennent d'autres cultures, mais aussi de partager ce qu'ils ont de bon dans leur propre culture. La musique est très importante pour nous les pygmées, que ce soit moderne ou traditionnelle. La musique donne le sens à la vie. C'est pourquoi la musique traditionnelle chez les pygmées, qui chantent bien en polyphonie, tire toujours le monde aujourd'hui. Que ce soit traditionnel ou moderne, les pygmées s'expriment toujours à travers la musique, dans les moments de joie et dans les moments de tristesse. Les danses aussi vont de soi. Pour les pygmées, l'enfant apprend à chanter, les jeunes chantent quand ils sont heureux, et pour nous aussi, nous encourageons à équilibrer les deux, que ce soit traditionnel et moderne. Barcelona, Azul.
les peuples ou les pauvres, les pygmées, donc je dirais tous les peuples ont faim de Dieu, pas seulement de pain et de liberté. L'activité missionnaire doit donc aussi tenir compte de cette soif de Dieu. Et les missionnaires SMA, conscients de leur vocation ou répondant à leur vocation, proposent aussi aux pygmées Jésus-Christ comme le sauveur, celui qui est venu porter à son accomplissement, à son achèvement, notre liberté et notre cheminement vers Dieu. Donc, sans violer la conscience du peuple des pygmées, tout en les laissant libres, les missionnaires leur proposent la foi en Jésus-Christ. Et certains répondent et célèbrent bien leur foi à travers la participation à la messe, à travers l'acceptation du baptême, à travers la catéchèse qu'ils apprennent et à travers l'adhésion à l'appel de Dieu. Donc les pygmées, certains pygmées ont accueilli dans leur vie Jésus-Christ et célèbrent cette foi dans leur village et hors de leur village. Vous venez d'entendre l'histoire de libération des peuples pygmées, Bayaka de la Sangambaere, accompagné par le père SMA. Cette histoire de libération, elle est très riche. Certains objectifs ont été atteints. Aujourd'hui, on peut dire qu'une élite pygmée existe, car certains pygmées travaillent dans des écoles et enseignent. D'autres pygmées travaillent dans des dispensaires et s'occupent de la promotion de la santé. Les pygmées ont aussi appris à diversifier leurs activités de revenus, activités génératrices de revenus. Mais le chemin reste encore long, car aujourd'hui se posent d'autres problèmes et les pygmées doivent apprendre à se libérer de ces fléaux qui aujourd'hui minent leur société. Je veux citer par exemple encore le risque de disparition de leur culture. Je veux citer aussi la recherche du gain facile. Je veux citer le manque de solidarité entre eux. Je veux citer le manque de prise en charge de leur destinée. Cela manque toujours car nous nous posons la question qui aujourd'hui peut porter haut le flambeau de la culture pygmée ou le flambeau de la vie des pygmées, sinon eux-mêmes. Donc nous travaillons à ce que cette libération tant rêvée arrive un jour et que les pygmées soient heureux de se dire aussi hommes comme les autres, de partager cette dignité humaine. Mondo bana zambo sitaka na yo mami belo buseja. Memu bakise hindo na bato bibi. Batekise na benda. Me ipo batekise na benda bataka ne mina mabona nja yanjo. Memu bakise na bekoto.
Desu bampoka. Kundi ja bekoto zambo elo. Buse mu balo na bato babeni mapa kilo e. Même bakise bato bese tu e.